Salut à toutes et à tous, bienvenue sur 11e art et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carton Vert. Je suis avec Thomas et Thomas, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Bonjour Val, aujourd'hui, post-2022 et la Coupe du monde larvée de scandale qu'on a suivi tous ensemble, je reviens sur une autre Coupe du monde de l'ère moderne dont tout le monde garde un excellent souvenir, enfin moi en tout cas, mais qui n'aura pas fait l'unanimité sur certains sujets. Alors je t'écoute, de quoi tu vas nous parler exactement? Et bah, du coup, on part au Brésil en 2014. Alors souviens-toi Val, pour nous la France, les objectifs n'étaient pas très élevés. C'est le début de l'époque Griezmann, on s'arrêtera en quart contre une Allemagne future championne et la compétition avait été jugée réussie. Mais il y avait eu aussi le 7-1 en demi-finale, les Pays-Bas et leur gardien remplaçant pour les tirs au but, la Colombie de Rames Rodriguez ou encore l'Uruguay de la doublette Cavani-Suarez qui sort du groupe de la mort devant l'Angleterre et l'Italie. Bref, il y avait eu du spectacle. Mais pour qu'il y ait du spectacle, il faut aussi des théâtres et c'est de ça dont on va parler. Depuis quelques décennies déjà, la Coupe du Monde devient un événement mondial majeur, le fameux soft power. Au-delà de la fête du foot, le tourisme est toujours au rendez-vous et le pays se prépare à développer ses infrastructures. Mais seulement voilà, dans l'un des plus grands pays de foot de la planète, on fait, avant le démarrage de l'événement, un constat accablant, les stades ne sont pas prêts. Vieillissants, souvent trop chers pour une population locale qui se désintéresse petit à petit du football de club, à cause notamment du départ des joueurs stars brésiliens vers l'Europe de plus en plus tôt. Leur état n'est pas très engageant à l'approche de l'événement. Mais on l'a dit, le pouvoir brésilien ne peut pas laisser passer l'occasion et doit reprendre la main. Ouais, en effet, ça me rappelle de lointains souvenirs, tu as oublié de mentionner le Costa Rica aussi qui était sorti de cette magnifique poule de Ouais, la mort exactement. avec l'Uruguay. Et puis c'était la découverte de Keylor Navas, je me souviens de cette coupe. Exactement, exactement. Revenons plutôt sur, le fameux pouvoir brésilien. Qu'est-ce qu'ils font justement à l'approche de cet événement? Bah, comme d'habitude, hein, tu connais la fameuse formule magique, travaux, travaux, travaux. Du coup, le pouvoir brésilien décide de ne plus utiliser les stades de toutes les meilleures équipes de son championnat, majoritairement concentrés au sud-ouest du pays pour avoir un rayonnement plus large, et notamment là où il n'y a pas, voire très peu de foot. Brasilia, par exemple, capitale économique et politique du pays, mais sans club de foot majeur. On décide donc de faire passer un stade de 42 000 à 75 000 places, avec un coût de travaux à 900 millions de dollars, alors qu'il devait coûter le tiers de la somme. Comme pour s'auto-flatter, le pouvoir brésilien installe un stade à Brasilia. Autre ambiance, à Manaus, au cœur de la forêt amazonienne, la construction d'un stade de 42 000 places à 200 millions d'euros. Manaus, c'est une ville sauna. Les conditions climatiques liées à la forêt tropicale en font sûrement l'un des pires endroits pour jouer au foot. Un peu, tu sais, en finale, ils tomberaient contre la Bolivie et leurs montagnes, là. Mais Manaus, c'est aussi le Distrito Industrial, une zone franche économique, une des plus grandes du pays. Mélange de complexes hôteliers luxueux pour patrons de la bourse internationale et d'usines de tous les leaders mondiaux dans chacun de leurs domaines. Samsung, Nokia, Microsoft, Coca-Cola, etc., etc. Tous évidemment sponsors d'une Coupe du Monde qui les flatte en y installant une enceinte devant chez eux. Le problème, c'est que dans cette ville, la nature, elle fait pas de cadeaux, on l'a dit, et elle ne fait pas de cadeaux du coup au béton, au crépi et à tout ce qui sert à construire quoi que ce soit. L'humidité de la forêt commence déjà à abîmer les tours et les barres d'immeubles conçus pour y loger il y a quelques années tous ceux qui venaient faire l'économie de ce bout de forêt. Du coup, il n'est pas rare de croiser des maisons abandonnées dans lesquelles la forêt est revenue, plus imposante que jamais. Ambiance Jumanji un peu, tu vois. Beaucoup de compromissions pour un stade qui n'accueillera que des matchs de poule. Bref, par ailleurs, on devine assez bien le devenir de l'Arena Amazonas sans aucune équipe pour l'entretenir, ni de projet à long terme pour le garder en vie. Bah, justement, on est en 2023 aujourd'hui, quasiment 10 ans après l'événement. Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de ce que sont devenus ces stades? Bah, j'aimerais bien Val, mais ce qui est craint est arrivé, ils sont devenus pas grand-chose. En fait, la plupart accueillent des matchs de ligue régionale sans grand intérêt. On est en gros sur un remplissage à un huitième, un seizième du potentiel. Parfois quelques concerts d'églises évangélistes ou de stars de rock vieillissantes, mais ils font jamais le plein. À Brasilia, par exemple, maintenant, on y a installé 350 fonctionnaires dans les sous-sols, qui sont évidemment pas du tout adaptés à du travail de fonctionnariat. Ou bien on accepte de louer l'enceinte à des entreprises pour tout type de congrès professionnels, ou carrément à de riches familles pour l'anniversaire du fils de 12 ans, histoire qu'il se sente pro un jour dans sa vie. Et même si ça paye une partie du fonctionnement de l'enceinte, on est très très loin du projet exemplaire. Bon, je pense quand même aux petits amateurs qui doivent se faire des petits kiffs à jouer dans des stades qui ont servi pour la coupe du monde. C'est si on doit chercher des aspects positifs, ça peut être cela. Justement, des aspects positifs, tu en as aucun, même quand on fouille un petit peu? Bah, on aurait pu noter quelques tentatives, par exemple, enfin des tentatives, je te dis ça, mais c'est plutôt associé à du greenwashing, hein. On pense par exemple à l'Arena Pantanal de Cuiabá, par exemple, située dans l'une des régions les plus riches au monde en matière de faune et de flore et qui se voulait ultra respectueuse de l'environnement, notamment grâce au bois qui a servi à sa construction et qui provient de sources certifiées. On l'imagine dans le pays de la forêt amazonienne, les réseaux de distribution de matières premières peuvent opérer de manière assez opaque et il est difficile d'y voir vraiment clair.
On avait également à l'époque mis en avant sa structure modulable qui lui donnait un avantage dans son réemploi. Bah, aujourd'hui, on a très peu d'informations sur ce qui s'y passe, voire carrément pas, bien qu'il ait accueilli quelques matchs de la Copa América en 2021. Et il semble pas être une des nouvelles places fortes d'un football brésilien en plein essor ou bien d'un quelconque événement culturel à venir. Bref, une toute petite goutte d'eau dans ce grand verre d'erreur. Et c'est la seule fois qu'on a constaté ce type d'erreur? Bah, hélas, pas du tout. En Afrique du Sud, en 2010, 4 ans avant, avec des constructions obsolètes. En 2018, en Russie, avec certains stades maintenant à l'abandon. Ou au Qatar en 2022, avec les scandales qui ont émaillé l'actualité récente et sur lesquels on ne reviendra plus. Et alors pourquoi justement cette édition 2014 diffère tant des autres? Bah, en fait, ce qui est différent, c'est le contexte. Dans les régimes autocratiques, on comprend bien l'avantage du soft power. Il faut se vendre sur la scène internationale malgré tout ce qu'on fait en sous-main. Et il faudrait avoir des œillères pour ne pas analyser les potentiels sacrifices consentis par les dirigeants de ce type de régime. Ou bien, si on prend le cas de l'Afrique du Sud, dans des pays novices en matière d'organisation de grands événements sportifs, les erreurs sont plus facilement pardonnables. Mais au Brésil, l'un des pays numéro un du foot qui a l'habitude d'accueillir des événements comme celui-ci, qui connaît ce sport mieux que tous, dans un État alors dirigé par Dilma Rousseff, qui était le bras droit de Lula quand il était au pouvoir, bah, officiellement favorable au respect des peuples indigènes qui ont été déplacés pour la construction de certains stades et qui s'affichait farouchement anticorruption. Bah, toutes ces erreurs sont la preuve que tout projet est à prendre avec des pincettes et malgré les belles paroles et intentions affichées. Bah, merci Thomas pour cette, petite chronique sur Carton Vert, évidemment qui m'a permis de me replonger. Ça m'a rappelé que j'ai moi-même passé mon bac en 2014 et que mon épreuve de géographie était sur le Brésil. Donc je me rappelle avoir révisé tous les stades de la coupe du monde pour le bac 2014, qui était un petit souvenir assez sympathique. Et puisqu'on parle Merci. d'histoire personnelle, je te rappelle que moi, en 2014, j'étais enfin à la moitié de mes annuités et que je rentrais dans la deuxième partie de ma vie professionnelle qui voit la retraite s'approcher à plein temps. C'est donc à ce moment-là que j'ai acheté 1 000 € de matos de pêche pour préparer mes beaux jours à venir. Et ben, quelle vie tu menais déjà à cette époque-là. Merci Thomas pour, cet épisode de Carton Vert et on se retrouve évidemment très vite sur 11e art. Allez, ciao, ciao.